Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Cyril, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Super, merci, ça va bien, je suis super content, merci pour l'invitation. Écoute, voilà, j'espère que toi aussi tu vas bien. Yes, la forme. Je suis ravie de t'avoir aussi aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, qui es-tu, Cyril Julien? Alors, du coup, je suis Cyril, tu fais bien de dire mon nom, qui est un prénom aussi, Julien, mais mon prénom c'est bien Cyril. Alors, je suis développeur web, j'ai lancé mon auto-entreprise, je suis solopreneur qui s'appelle Socium Web. J'accompagne les solopreneurs et les TPE dans l'établissement de leur présence en ligne. Et donc, ça passe par le branding, la maquette pour le site web qui correspond à leur ADN, et puis le référencement pour améliorer la visibilité du site. Je propose en général des solutions, donc des sites codés sur mesure. L'idée, c'est de pouvoir permettre d'avoir les performances au rendez-vous et tout ce qu'il faut pour établir une bonne présence en ligne qui fonctionne. Voilà. Top. Du coup, globalement, on peut t'appeler un peu le geek qui vient nous mettre un super site web bien visible. Exactement, c'est ça, tout à fait. Super. Et Cyril, aujourd'hui, j'aime bien commencer par une question dans l'épisode de podcast. Si tu devais mettre une note de 1 à 10 sur à quel point ta vie fait pleinement sens, tu mettrais D'accord. quelle note? Alors désormais, je mettrai 12. Ça n'a pas toujours été le cas, mais je mettrai un 12 volontaire pour dire que ça dépasse largement ce que j'imaginais. Euh, on va dire, si je fais un résumé, on va dire, de ma vie en accéléré, je m'ennuyais à l'école, collège, je reposais sur mes acquis, lycée, je m'ennuyais, échec scolaire, bac avec mention presque ratée. J'ai eu le rattrapage à 7,8, je ne sais même pas pourquoi on m'a autorisé à le passer. J'ai bachoté un week-end à fond, j'ai sauvé l'honneur. Je suis passé du coup en PACES, université donc pour la médecine. À l'époque, ça s'appelait comme ça, je crois que maintenant ça a changé. Je savais pas trop quoi faire. Euh, j'ai fait 1 an et demi, on voyait plein de matières. En fait, on survole pas mal de matières. Et j'ai dit non, mais là, ça me convient pas. Il faut que je fasse quelque chose qui me convienne. Et je voulais toujours apprendre, toujours relever des défis. Je suis parti dans les maths. Donc, j'ai un cursus mathématique universitaire. J'ai attaqué une recherche, donc de la recherche. Il y a eu la Covid au passage, donc je ne suis pas parti à McGill à Montréal. J'ai voulu trouver aussi quelque chose dans l'équation qui conciliait famille avec la recherche et les post-docs et la succession, ce n'était pas trop compatible. Donc j'ai fait un stage dans le nucléaire en simulation numérique. C'est comme ça que je suis arrivé en fait dans le numérique, bien que j'ai toujours un peu baigné dedans. Et en fait, tout simplement, à partir de là, j'ai démarré une thèse, donc simulation numérique, mécanique quantique, etc., pour les scientifiques qui nous écoutent. Et je me rendais compte que j'étais pas à ma place, et d'où la note. Là, j'aurais placé 2 sur 10. Et malgré l'intitulé de thèse et le sujet passionnant, on va dire le contexte aussi qui était passionnant, etc., j'étais au CEA. En fait, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai fait un petit break, j'ai fait le point sur moi. La recherche de quête de sens, on va dire, qui est proche à tout le monde cherche. Et aujourd'hui, en ayant créé Socium Web, en fait, j'ai accès à toute cette créativité. Je peux me connecter à différents métiers au travers de ceux de mes clients. Et du coup, tout sur 10 pour, voilà, pour accentuer le fait que je suis en pleine quête de sens, je me régale. Je mettrai quand même un trait d'honneur sur le fait que en fait, c'est une quête de toute une vie, au fond. Donc voilà, il y a encore des choses à faire, évidemment. Super. Et si on fait un petit zoom sur cette période où tu es en thèse, ça se passe bien, ça fait pas de sens. Comment Ouais. ça se traduit quotidiennement dans ton quotidien? Et quel est le déclic qui t'a fait dire, waouh, là, faut faire un break? Ouais, c'est une excellente question. Alors en fait, qu'est-ce qui se passait qui m'a fait réaliser en fait que ça allait pas? Déjà tous les matins, j'avais pas envie de travailler alors que je voyais des collègues qui avaient énormément envie de travailler, etc. Je j'étais pas aussi motivé qu'aujourd'hui. La boule au ventre, les bouchons,
trop pesant, même, bon, c'est toujours un pétard, hein, les bouchons, mais pesant. Je me dis, oh là là, encore un jour qui recommence. Et petit à petit, tout ce qui me plaisait, en fait, je sentais que tout ce que je proposais, c'était inapproprié par rapport à la mission pour laquelle j'étais commandité. Du coup, je me disais, non, je suis à côté de la plaque. Et vraiment, le déclic, c'est que j'ai eu un petit souci de santé tout bête. En fait, c'est au niveau de l'orthopsie et des yeux. J'avais un œil qui forçait plus que l'autre, ça me créait des migraines. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Et du coup, il a fallu que je m'arrête et que j'arrête les écrans, parce que simulation numérique égale beaucoup d'écrans. Et ce déclic-là, en fait, m'a permis d'avoir 1 ou 2 semaines, on va dire, de pause, on va dire, brutale et obligatoire. Tu sais, pas cette fameuse pause où c'est les vacances, mais on a encore un pied dans le boulot. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça me convient pas. Je suis pas à ma place. Il y a d'autres personnes qui aimeraient, en fait, sans dénigrer le travail, qui aimeraient être à ma place. Et il y a plein de choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie, etc. Donc, ça a été, on va dire, une succession de petites étapes et de petits signaux qui ont fait que grâce à la communication que je pouvais avoir avec mes encadrants, etc., j'ai pu, on va dire, mettre le sujet sur le tapis, discuter, etc. Et tracer un autre avenir finalement. Donc voilà. Du coup, tu as pu avoir une rupture conventionnelle. Comment ça s'est passé? Oui, exactement. En fait, on a discuté dans le cadre d'une thèse. En fait, il y a des rendez-vous annuels chaque année. Et du coup, le rendez-vous et les objectifs étaient remplis. Sauf que, ben, en fait, bon, ça ne me plaisait pas. Donc, avec la discussion, c'était, on va dire, une réorientation. Et donc, voilà, j'ai eu la chance. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais du coup, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle qui m'a permis, en fait, de quitter, en fait, cette période où bah, j'étais pas forcément bien dans ma tête et qui m'a permis de rebondir. Donc j'ai eu bah, la chance d'avoir bah, le luxe qu'on peut avoir en France de quelques mois de chômage pour avoir le temps de réatterrir, de redéfinir ses objectifs, ses projets, faire les points. J'ai enseigné. En fait, ma femme est enseignante aussi, donc du coup j'ai enseigné quelques mois. En fait dans la quête de sens et dans ce qui me plaît. J'adore en fait apprendre, mais j'adore en fait transmettre. Et puis j'étais cet élève qui aimait pas l'école, et donc du coup ça m'a fait plaisir en fait de retrouver, en fait de me réconcilier en fait avec l'enseignement et de dire voilà de peut-être être ce prof que j'aurais aimé avoir aussi pour ces élèves qui aiment pas l'école mais qui sont pas pour autant voilà des élèves turbulents ou autre. C'est juste bah, c'est ça peut pas tout, on peut pas faire tout pour tout le monde en fait dans une classe de 35. Du coup voilà. Ultra intéressant. Et quand tu as pris cette décision, donc tu as eu tes 2 semaines d'arrêt, tu prends la décision qu'il faut que les choses s'arrêtent. Globalement, je vais demander une rupture conventionnelle. Ouais. Tu as eu peur de ton entourage, de qu'est-ce que vont dire les gens, parce que tu savais pas en fait ce que tu allais faire ensuite. C'était je m'arrête, Ouais. je sais pas pourquoi. Alors, j'ai une chance inouïe, je pense, d'avoir un entourage vraiment de luxe. Donc, j'ai été entièrement compris. D'abord, j'ai beaucoup parlé avec eux aussi parce que c'est un moyen de se situer, de se placer. Je pense que les autres sont notre propre miroir. Donc, du coup, ça m'a permis en fait de discuter. J'ai toujours eu la chance d'être conforté. En plus, je crois que la raison, on va dire, les motivations n'étaient pas folles dingues. Donc, du coup, c'était assez logique quelque part. Donc, j'étais directement soutenu. Après, dans l'idée de ne pas avoir de projet de suite, bah, c'est des périodes aussi qui arrivent en fait. Et je crois que bah, les proches, tous les proches, on a envie de voir ses proches heureux. Donc, du coup, non, ça n'a pas du tout été un souci ni un stress pour moi. C'était quand même, il faut le dire, un gros chamboulement, évidemment, puisque, en fait, du jour au lendemain, on passe de bah, notre vie, il faut se dire la vérité, à part pendant les vacances, c'est beaucoup du travail, il y a la vie perso, mais on passe beaucoup de temps au travail. Donc, c'est un gros chamboulement d'esprit et d'habitude. Donc on se dit, bon, ben, on est là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va réussir à savoir? Mais j'ai toujours eu à ce côté, en fait, j'ai jamais eu besoin de coups de pied aux fesses pour travailler. Donc en fait, rapidement, j'étais en manque de maths, je t'avoue, ça peut paraître bizarre si on m'entend dire ça. Mais donc j'ai sorti des vieux bouquins et des vieux théorèmes que j'avais en tête, j'ai commencé à gratter, etc., à réfléchir, j'avais envie d'utiliser mon cerveau à ça. Et puis naturellement, après, les choses sont venues naturellement. Je pense qu'il faut s'écouter, peut-être beaucoup méditer aussi. Ça permet de faire vraiment le point sans se mentir à soi-même. Et du coup, ça s'est fait. Je ne dis pas que ça a été tous les jours facile parce qu'il y a des fois des grosses périodes de doute, des périodes de questionnement. Est-ce que je suis pas en train de partir en brioche? Est-ce que... Mais je crois qu'il faut pas s'écouter, écouter ces petites idées-là. Il faut foncer. Il faut, voilà, on a une vision, on a envie de faire quelque chose et rien ne peut nous arrêter si on est vraiment motivé pour le faire. Donc, du coup, voilà. Et dans cette période du coup où tu cherches ce que tu veux faire, comment t'en es venu au développement web? Ça a été quoi justement, les différentes étapes de réflexion? Ouais, les différentes étapes.
Alors c'est venu, il y a un peu de hasard et un peu une suite logique en fait. Déjà, bon, j'ai toujours été très geek, il faut le dire, je rebondis sur ce que tu disais au début. Donc j'ai toujours été très branché ordinateur, etc. Aussi, je suis pas issu d'une famille entrepreneuriale ou marketeur, etc. Donc il fallait que je joue aussi sur mes qualités et donc comme j'avais une certaine facilité avec le numérique, ça m'était tout naturel. En plus, pendant la thèse, en fait, et le stage qui préparait la thèse en amont, j'ai fait beaucoup d'informatique. Donc, c'était, on va dire, la suite des choses. Je pense aussi qu'il y a une forte appétence quand tu as fait des maths avec l'informatique, parce qu'au final, l'informatique repose sur des principes mathématiques. Et il y a ce côté, tout comme les maths, en fait, où quand tu écris une preuve ou quoi, l'ordinateur, en fait, c'est ou juste ou bien c'est faux, et tu peux, en fait, interagir avec tes idées et vérifier si elles fonctionnent ou pas. Typiquement, tu vas afficher un truc, tu appuies, ça marche pas, bah, alors du coup, et il y a toute cette réflexion abstraite derrière. Et j'aime bien cette abstraction, faire le travail d'abstraction pour rendre quelque chose de tangible. Et c'est là que, en fait, au début, j'avais été recruté, j'avais fait une formation pour faire du test et recettes un peu le nerf de la guerre de ces grosses sociétés, ESN, etc. Et la formation ne me convenait pas, c'était pas assez technique, sans prétention. Moi, je voulais vraiment toucher du code et tout, et là, c'était vraiment plutôt de la gestion de projet. Ça m'a permis, par contre, d'apprendre énormément de choses parce que là, sur ce point-là, en étant universitaire, j'étais 0/20 à cette période. Et du coup, en fait, j'ai dit non, je veux faire plus de technique. Et c'est comme ça qu'en fait, pendant la formation de thèse, je dégageais du temps, je commençais à coder, puis je faisais un truc et un autre et tout. Et j'ai dit non, mais en fait, c'est ça qui me plaît. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je saute le pas? Est-ce que du coup, j'ose ou pas? Et j'ai envie de te dire, vu que j'avais rien, bah, j'avais tout à gagner et rien à perdre. Et c'est peut-être ça aussi l'élément déclencheur. Je lui dis, bah, en fait, juste, j'y vais, je prends mes rêves, je suis déterminé, ça me plaît. Je suis entre guillemets bon puisque du coup je passe beaucoup de temps dessus et il n'y a pas de raison et puis il faut se faire confiance et puis on n'a qu'une vie en fait au fond et du coup voilà ça a roulé, ça a démarré comme ça. Je n'étais pas au bout de mes peines parce qu'au final plusieurs années plus tard je me dis pétard tout le chemin accompli, il y avait du travail à faire. Si j'avais su peut-être j'aurais pris peur mais en fait il faut faire, il faut avancer tout simplement et quand ça plaît on compte pas en fait le temps, ces heures, surtout au début quand on est solo mais bon voilà. Et, euh, et juste pour être sûr de comprendre, Ouais. finalement, quand tu étais avant de quitter ta thèse, tu Oui. avais déjà cette petite idée de développement web ou pas du tout? Pas du tout. En fait, ça a été des paramètres qu'on a rajoutés dans l'équation. Je fais un peu l'analogie avec les maths, où quand j'étais justement avant la thèse, j'étais purement mathématique, destiné à faire de la recherche, etc. J'avais même réussi à avoir une opportunité de thèse à McGill, donc une université prestigieuse au Canada. Et en fait, bah, dans l'équation, c'est rajouté l'aspect familial, l'aspect, je me suis dit, OK, la carrière, OK, les maths, OK, l'abstraction, tout, on va dire, tout ce qui faisait sens pour moi, on va dire, en fonction de mes goûts. Mais par contre, bah, ce petit ingrédient soupçonné, on va dire, saupoudré de cette fameuse pandémie, a fait que je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux. Ça fait, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est pas ça. En fait, si on fait l'état de l'art de l'université ou du cursus universitaire aujourd'hui, il faut être excellent dans son domaine très précis. Donc, il y a très peu de gens dans le domaine très précis. Par contre, il faut enchaîner beaucoup de post-doc à l'étranger. Et les post-docs, c'est des contrats de quelques années ou quelques mois, certains, où on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent alors qu'on est une sommité de son domaine très très précis, hein, bien sûr. Et du coup, je me sentais pas de faire ça, surtout avec bah, la pandémie et compagnie. Je voulais de la stabilité aussi quelque part pour permettre en fait d'avoir cette possibilité de créativité, etc. Donc ça a été euh, pas un revirement de situation, une suite logique, on va dire, parce que voilà, il y avait quand même pas mal de choses que je retrouve aujourd'hui dans mon métier au travers des maths. Les maths m'aident beaucoup bizarrement, au final, cette démarche de réflexion, etc. Mais un changement, on va dire, voilà, on s'est aiguillé. Donc voilà, assez naturel aussi. Et au fond, je terminerai sur ça parce que j'étais cet élève aussi qui bon, avait des mauvais résultats, surtout au lycée, puisque bah, je me reposais que sur mes acquis. Je savais pas ce que je voulais faire et je savais pas quoi choisir parce que je m'intéresse à tout en fait. Et du coup, ce côté, bah, du coup, dans Socium Web et l'occasion en fait, voilà, de concilier, d'apporter quelque chose de la valeur et tout ça. Donc du coup, voilà. Ok, Sur super. 10. Et quand tu t'es lancé dans le développement web, tu étais sûr de toi? Comment ça s'est passé? Tu as eu des doutes?
Ouais, des doutes. Je pense que dans le développement web, après, il y aura peut-être d'autres développeurs qui confirmeront ça. On se mange beaucoup des syndromes de l'imposteur parce qu'en fait, bah, tout simplement, ou bien ça marche ou bien ça marche pas. Et puis finalement, ça touche à beaucoup de choses. Quand on est solo, il suffit pas de développer. Je l'ai appris au fur et à mesure parce que bon, OK, on maîtrise un langage, mais il y en a plusieurs déjà. Et puis pas tous les langages et toutes les technologies sont, à même de répondre à tous les besoins. Pas tous les clients ont les mêmes, objectifs. Rapidité, optimisation, expérience utilisateur, visibilité et cetera. Et puis souvent, moi comme je travaille avec des solopreneurs, ils ont pas envie de passer par 18 prestataires. Donc, rapidement, quand je fais un site, bah, ils ont envie que je prépare la maquette pour avoir, le résultat visuel. C'est surtout sur ça qu'ils s'arrêtent, on va dire, pas sur la technique derrière. En fait, ils s'en foutent. Et du coup, de ce côté-là, il a fallu se diversifier et faire la maquette. Puis le marketing, savoir se vendre, savoir communiquer, le savoir-faire, le faire savoir, et cetera. Et tout ça, si je l'avais su à l'avance, je me serais dit, oh là là, c'est la noyade et tout. Peut-être que je vais faire un job qui me convient à peu près. À côté, je développe mon activité. Au fond, j'ai eu la chance d'être soutenu, encore une fois, ça je tiens à le dire, par mon entourage qui m'a permis en fait de me laisser dans un contexte qui me permettait de, voilà, de foncer, surtout dans les moments de doute, parce qu'on en a. Et donc, du coup, ça a été en dents de scie. Des fois, on est confiant, des fois, on n'est pas confiant. On réagit tous différemment. Moi, j'ai une difficulté, ça me prend la tête, je mets encore 2 fois plus d'énergie. Donc, voilà, là où je fais attention, c'est plutôt à pas me surmener. Mais c'est ma façon d'être, je peux pas me changer non plus. Donc, voilà, c'est comme ça. On apprend à se connaître, à avoir ses garde-fous aussi. Et voilà, donc du coup, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais ça a été quand même une belle réussite. Et quand je regarde en arrière, je me dis, ouais, c'est bien, je suis assez content. Puis il y a encore tout à faire. Et surtout, je me plais tous les matins. Bah, je travaille essentiellement de la maison. Tous les matins, je me lève, j'ai pas à me motiver. Je me lève, tac, je travaille, je suis passionné, je discute avec mes clients, je reçois des prospections, je discute, j'ai des idées qui me viennent, etc. En fait, le métier fait partie de ma vie et sans rugosité, sans friction, parce que je l'aime, en fait, j'aime ce que je fais. Donc, ça, c'était important. Ah ouais, génial. Et j'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est l'école de la connaissance de soi. Euh, qu'est-ce que tu as appris l'entrepreneuriat sur toi? Ça t'a appris des choses? Ouais, énormément, en fait. Alors, comme ça, la liste est longue, parce qu'en fait, on en apprend tellement qu'on n'en fait presque pas la liste, en fait. Mais si, on va dire, j'essaie d'imaginer le Cyril il y a 2, 3 ans et le Cyril de maintenant, déjà, ça apprend la patience. Je crois qu'on est dans un monde où on est tout le temps pressé, on veut tout vite, des résultats vite. On voit des gens qui réussissent, on se dit, ah ben moi aussi, ah, ça a l'air facile et tout. Donc, la patience, en fait. Après, je dirais l'organisation, parce qu'on pense toujours être bien organisé et des fois on est trop organisé, des fois pas assez et du coup, il faut trouver un équilibre. Moi, un petit tips que j'utilise en fait, parce que alors il y a les fameuses matrices d'Eisenhower et cetera, toutes les organisations. Moi, je vais créer entre guillemets la mienne qui me convenait, parce qu'on est chacun, tout le monde est différent, c'est ça qui fait notre force d'ailleurs. Et en fait, c'est une boussole. Je me dis: «OK, j'ai des objectifs court terme, moyen terme et long terme». Les longs termes, bah, c'est bien, ils sont importants. Il faut pas compter que, on va dire, faire comme la cigale et la fourmi. Mais d'abord, il faut assurer évidemment le court terme. Donc, qu'est-ce que c'est mon court terme? C'est, bah, si j'ai fait 0 de chiffre d'affaires dans le mois, c'est assurer une prospection, une vente. Ensuite, le moyen terme, le long terme et la stratégie, en fait, ça permet de disposer des blocs de temps et de s'organiser parce que du coup, on devient son propre chef, et cetera. Et pour finir, je dirais que j'ai appris à être plus gentil avec moi-même. Ça paraît bizarre, mais en fait, quand on est solopreneur, mais même en TPO, quand on est directeur, en fait, des fois, le pire des managers, c'est soi-même, en fait. Parce qu'on est tout le temps, on peut pas se taire nous-mêmes, en fait. Et on est tout le temps avec son chef, son manager, son salarié. On est avec soi-même qui représente tout ça. Et du coup, au début, et je le dis à tout le monde, il faut prendre du temps pour se reposer, il faut prendre des week-ends. C'est, en fait, on a l'impression de rien faire mais en fait, on travaille pour sa société. Le fait de se reposer, de faire du sport, et cetera, c'est un équilibre. Et l'entrepreneuriat, c'est pas faire 4 ou 5 ou je sais pas combien d'euros par mois, et puis ensuite, voilà, ça y est, c'est fait. Non, c'est une course long terme. C'est, enfin, après, chacun sa vision aussi, mais voilà. Donc, du coup, je dirais, grosso modo, un peu toutes ces valeurs, pêle-mêle, mais il y en a sûrement d'autres. C'est tellement vrai, ton dernier point. Je me vois encore débuter dans l'entrepreneuriat, écouter des podcasts qui te rappellent que l'entrepreneuriat, c'est un jeu long terme, et pourtant me dire, allez, tu donnes tout pendant 2 ans, là tu vas à fond, et après c'est bon, ça va se calmer, et là tu te reposeras. Ouais. Si ceux qui nous écoutent sont dans ce mode-là de
vas-y, tu donnes tout à fond là pendant 2 mois, après ça ira mieux les 6 premiers mois, la première année, la deuxième année. Non, ça ne va jamais se calmer. C'est pas compliqué. Quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu signes pour un à vie, être dans l'incertitude pour à vie. Il n'y a aucun moment, je pense, où tu peux te reposer sur tes acquis et dire, ah là, c'est bon, vas-y, je me pose, je fais plus rien. Non, il y a chaque palier a des différents challenges, chaque palier amène d'autres choses. Quand tu as fait un palier, tu veux tout faire pour pas retomber au palier d'en dessous, donc tu te mets toi-même la pression. Donc tu l'as dit, pour moi, c'est ultra important. euh, Avoir du temps pour soi dès le début et le plus tôt possible. Et je sais qu'on a beau dire ça, il y en a plein qui, comme moi, vont quand même faire l'erreur la première année, deuxième année d'y aller à fond et te dire et je me calmerai plus tard. Jusqu'à ce que tu réalises qu'en fait, il n'y a jamais de plus tard. Et du coup, tu prends enfin du temps pour toi. Pardon. Exactement. On le fait tous, je crois, parce que ou bien notre activité nous plaît, ou bien on est pressé, alors parce qu'on n'a pas fait d'argent, parce qu'on s'est pas coupé aussi. Les clients, des fois, ont leur activité professionnelle, et ensuite, c'est quand ils ont fini qu'ils rentrent chez eux, qu'ils s'occupent de leurs objectifs moyen et long terme, et donc envoient des messages. Donc, il faut savoir couper, savoir avoir sa bonne posture. Il y a tellement en fait de petits détails, tu vois, sur lesquels j'ai travaillé aussi au fil du temps. Les premières prestas, j'avais pas du tout la bonne posture et ça se sentait. Et du coup, je me retrouvais dans des situations où en fait, naturellement, les clients prenaient trop de place. Alors que quand tu es prestataire de service, c'est toi qui t'occupes de la bonne gestion de toute la prestation, de A à Z. C'est toi qui maîtrise et qui délivre la prestation. Donc, c'est évident que ce soit toi. Bien sûr, il faut communiquer, il faut être proactif et tout. Mais donc, il y avait plein de choses comme ça qui s'apprennent. Et du coup, je rebondis. En fait, il faut apprendre à faire des erreurs et surtout à faire des erreurs, apprendre de ces erreurs et réitérer et en boucle et rapidement et pas j'ai fait une erreur, se mettre au fond du lit et bloquer sur ça. En fait, c'est en mesure l'intelligence. Certains disent à la capacité à s'adapter. Bon, alors je ne sais pas pour l'intelligence, mais en tout cas pour l'esprit entrepreneurial, il faut s'adapter vite, rapidement. C'est tout le temps ça et savoir se lâcher rapidement. Vie intense, il faut passer du pro au perso très vite, surtout quand on travaille à la maison. Il faut savoir, moi j'ai une pièce dédiée, j'ai eu ou j'ai un bureau, ça dépend des périodes aussi, et c'est pareil, il faut se lâcher vite. Sinon, on reste bloqué sur des trucs, et ça, c'est pas possible. C'est dur de switcher, enfin, ce que tu dis là, de switcher pro-perso. Je sais que, à titre personnel, j'ai beau me dire, je switch, j'ai pas le téléphone ouvert, j'ai pas le PC ouvert, dans mes pensées. Ah tiens, si je mettais ça en place. Ah tiens, si je faisais ça. Enfin, je n'ai pas encore trouvé moi le hack pour Ouais, vraiment couper à 100%. Il y a toujours ce truc de, bah ok, je suis dans du temps perso, mais tiens, si j'en profitais pas pour prendre du recul sur mon activité, pour penser à ci, penser à ça, ouais. c'est pas facile, je trouve. Je comprends moi aussi, j'ai toujours ce truc-là. Et en fait, la petite astuce, c'est qu'en fait, déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, hein, même quand on médite, ça ne veut pas dire ne plus penser. Et au fond, des fois, c'est un plaisir aussi de penser à sa société, c'est se remotiver et tout. Simplement, il faut se dire quelle est la priorité à cet instant. Quand c'est le samedi, le dimanche, moi, mes priorités, c'est prendre du temps, pas pour le travail, à part voilà, gros coups de bourre, etc. Et donc, je sais que si je reste à la maison, parce que j'ai plus d'énergie ou parce qu'il fait pas beau ou quoi, je risque de tomber dans ça. Et même si au fond, c'est pas mauvais parce que ça nous plaît, etc., il n'y a pas une intention mauvaise, on se retrouve encore tombé dans le piège. Et donc, du coup, ce que je fais pour hacker le cerveau, en fait, c'est que je l'occupe à faire autre chose. Donc, je fais de l'escalade, je vais escalader et crois-moi que quand je suis accroché sur des petits bouts de cailloux, je suis pas là à réfléchir où je cours, je vais balader avec mon chien, je passe du temps avec ma famille, on prend un moment avec ma chérie, etc. Et en fait, tout ça fait que au final, on skip un petit peu et on fait autre chose. Il faut faire autre chose et après, ça vient habituellement. Mais c'est vrai que moi, au départ, même quand je sortais, que je marchais, je pensais, je parlais, blablabla. Et après, on se surmène et on le voit, hein. La semaine, on est moins efficace finalement, donc c'est pas bon. Il faut trouver son rythme. Chacun le sien aussi. Je crois pas qu'il y ait de méthode miracle, hein, mais il faut s'écouter. Ouais, clairement, s'écouter, je pense que c'est le meilleur des conseils et c'est aussi un des pièges en fait de faire ce qu'on aime. C'est que Confucius, je crois, disait fais ce que tu aimes et tu n'auras plus jamais besoin de travailler un seul jour de ta vie. Mais Ouais, quand même, en fait, même si ce que tu fais, tu l'aimes, tu as quand même besoin de faire des breaks. Et c'est ça qui est difficilement entendable. Moi, je sais que dans les débuts, j'étais là, ah, mais je kiffe, c'est pas grave si je travaille le dimanche, c'est génial, j'adore ça. Ouais, t'adores ça, mais t'as besoin de changement. Ton cerveau, il a besoin de faire des switches, sinon après, il est trop la tête dedans, etc. Donc, ouais, comme quoi, il n'y a pas que des avantages à faire ce qu'on aime, il y a aussi des inconvénients. Et c'est exact. s'amuser voilà, à jongler avec et à trouver son propre rythme, ses propres limites.
Parce que, quoi qu'on en dise, il y a quand même énormément de burn-out aussi dans l'entrepreneuriat, quoi. Oui, c'est évident. C'est évident parce qu'en fait, on est livré à nous-mêmes, en fait, hein, il faut le dire aussi. Quand on est salarié, on a un coup de mou, un collègue qui travaille un petit peu plus, ou on est dans un bain, etc. Là, les erreurs, c'est notre faute à 100%, entre guillemets. En tout cas, on se le reproche par défaut à 100%. Donc, on se mange toute la réalité de front, c'est sûr. Donc, il faut être armé ou réussir à prendre du recul. Et c'est rigolo parce que finalement, au fur et à mesure que je discute avec des solopreneurs, entrepreneurs, en fait, on se rend compte qu'on a tous fait les mêmes erreurs. Pourtant, on a eu tous les mêmes conseils. Et au fond, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Il faut se manger ses erreurs, il faut s'en rendre compte, il faut le vivre à sa manière, Mm. réagir vite, réagir mal, envoyer. Chacun a son caractère, mais le vivre, il faut, en fait, je crois que du coup, on apprend vraiment à vivre, comme tu disais, parce qu'en fait, c'est en faisant ces erreurs qu'on tire les leçons et qu'on les vit vraiment, qu'on on les comprend, en fait, pour la vie, ou en tout cas pour un long moment jusqu'à la refaire. Mais en tout cas, ouais, c'est super important. Ouais, carrément. Je pense que c'est pas mal cette notion de faut faire, enfin, faut se prendre le mur pour comprendre la leçon. C'est Euh, mais quand même, si vous nous écoutez, vous pouvez anticiper avant de vous prendre le mur, essayer d'appliquer les conseils, c'est pas mal. Mais on vous en voudra pas si vous prenez le mur, on se l'est tous pris. C'est ça. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et surtout, moi, je vois, du coup, ma femme est enseignante, il faut débanaliser le fait de faire des erreurs, en fait. Mm. C'est normal de faire des erreurs. Il faut se tromper. Tout le monde s'est trompé. On dit, il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Mm. Et je vois, il y a pas mal d'élèves, et puis ensuite, deviennent des adultes, ou de peur de faire mal, ne font rien. Mais en fait, il faut faire. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est pas trop dans notre culture. Et pourtant, en fait, moi, c'est en faisant des erreurs, mais après, il faut reconnaître. Ah, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, j'ai tiré la leçon et être réactif, pas justifier 4 heures, etc. On s'en fout, tac, tac. Et c'est pareil parce que je vois le blocage de tous les entrepreneurs, c'est je prépare mon offre, je prépare, j'apprends, je fais ci, je fais là. Moi-même, je l'ai fait des années, des mois, peu importe. Et en fait, il faut se tromper. Il faut signer des clients et se rendre compte qu'on a fait une erreur, on a mal anticipé ci. Et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on tire les conclusions et qu'on avance vite. Essayer de tout imaginer, etc., ça marche pas. C'est en faisant. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, Carrément. Ultra intéressant, je vois le temps qui passe. Si tu ouais, donnes un conseil à ceux qui sont dans le salariat et qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, ce ouais. serait quoi? Alors un conseil, déjà, bah, c'est très personnel, donc c'est difficile d'en donner un généraliste pour tout le monde. Je n'ai pas la prétention d'en avoir un. Je dirais qu'en fait, il faut voir, en fait, faire l'état des lieux de sa situation. Bah, bien sûr, quand on est jeune, on a plus de liberté de prendre des risques. Quand on a des enfants à assurer ou un train de vie, etc., un crédit sur le dos, on ne peut pas dire, allez, ouais, bah, c'est bon, je tente ma chance moi aussi. Et puis, c'est pas, voilà, c'est pas inné. Je dirais qu'il faut d'abord faire l'état des lieux, voilà, de sa situation, sa propre situation. Définir ce qu'on a, ce qu'on veut, ou ce qu'on espère, ce qu'on est capable de faire, à quel point on a envie, et ensuite définir une stratégie, un plan. En fait, le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est pas la finalité, comme on le disait au début, c'est le chemin, en fait. C'est parce que c'est tout le long un chemin, en fait. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec ton podcast, Ose. Il faut oser faire des erreurs, il faut randonner. J'adore la montagne, voilà, disclaimer. Mais du coup, en fait, il faut aller au fur et à mesure et réfléchir, de commencer à faire quelque chose. Et ça sert à rien de vouloir monter et construire une fusée pour partir sur la Lune. On peut devenir entrepreneur en faisant une micro, essayer de voir, vendre un petit produit. Pas obligé, je vends des sites, hein, donc, mais pas obligé de faire un site, faire ci, faire là. Voilà, il faut vérifier quand même dans son contrat si c'est autorisé, pas faire de la concurrence déloyale, évidemment, non, avec son contrat de salarié, mais tenter des choses, voir si le contact passe et où c'est qu'on se trouve bien, en fait. Il y a des gens qui vont être très communicants. Moi, je sais que j'arrive beaucoup à communiquer, c'est presque une seconde nature. D'autres personnes n'arrivent pas aussi bien à communiquer. Alors peut-être que ça va être plutôt le mailing ou les appels téléphoniques et surtout connaître sa cible. Et alors ça, c'est le truc qu'on entend le plus souvent et c'est le conseil le moins écouté du monde. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde lit, oui, le persona, le business model, oui, oui, je l'ai, je cible tout le monde. Mais non, en fait, il faut avoir l'idée de son persona. Et je comprends que les gens sautent l'étape parce qu'ils veulent être, on va dire, concrets dans leur activité. Mais en fait, il faut se rendre compte que
Si on ne connaît pas son persona, on ne sait pas à qui on s'adresse, donc on n'est pas pertinent. Et ça ne veut rien dire de s'adresser à tout le monde. Ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut faire le choix avec qui. Et il n'y a rien de pire que de travailler avec un client qui n'est pas compatible avec notre activité, notre façon, notre approche. Il n'y a rien de pire. C'est presque mieux de ne pas signer le contrat que de signer avec un client qui comprend pas, qui est à côté, ou l'inverse, hein, évidemment, hein. Et donc, faire son persona. Et comme c'est difficile, il faut poser des questions, il faut aller au contact de son persona et tout. Et le dernier conseil, c'est de ne pas oublier dans l'équation qu'en fait, l'entrepreneuriat, quand on est créateur, il y a beaucoup de créateurs, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste faire des créations, les fabriquer, les mettre sur une boutique, sur Etsy ou avoir un super site et tout. C'est tout ce qui va à côté. La communication, le persona, la visibilité, le marketing, il y a un tas de choses à faire. Être entrepreneur, c'est pas faire l'activité qui nous plaît bien, c'est faire tout le reste. Et ça, il faut que ça plaise aussi. Si ça plaît pas, bah, ça va stagner. Vous allez faire une boutique, dépenser des sous et voilà. Après, c'est une expérience bonne à prendre, c'est une erreur, un apprentissage, une évolution. Il n'y a pas de fatalité, hein, je ne décourage pas. Mais voilà, et faire l'état des lieux par rapport à sa situation, ça me paraît évident pour pas se jeter sans parachute. Ça, c'est sûr. Super, Voilà. tu nous as fourni là un super plan d'action. Si je résume un peu, on fait le point sur sa situation actuelle pour savoir, voilà, est-ce qu'on peut tout plaquer du jour au lendemain, quels sont les risques, etc. Ensuite, on regarde où est-ce qu'on veut aller, on fait la stratégie pour y aller. On n'a pas besoin de viser gros dans les débuts, on se lance petit pas par petit pas. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, la base, c'est quoi? C'est la cible client, bien communiquer et toute la stratégie derrière. Et j'ai une question qui m'est venue. Ouais. Je te préviens, tu vas pas l'aimer. Aïe, aïe, aïe. Je vous Euh, Quel est ton avis sur l'avenir des sites web? Pourquoi je te pose cette question? Aujourd'hui, on voit beaucoup les réseaux sociaux qui émergent à fond. ouais. Énormément de gens prônent qu'on peut vendre juste avec les réseaux sociaux sans site web. On Mhm. voit les sites internet qui permettent de faire des faux sites web, c'est des vrais sites web, mais des sites web en 2 secondes. Tu peux faire en 2 secondes un site web maintenant avec Canva, avec Notion. On voit ChatGPT qui finalement les gens font plutôt leur recherche sur ChatGPT plutôt que sur Google qui renvoie vers des sites. Bref, Ouais. ce changement, chamboulement qui est en cours, euh, tu vois comment, toi, l'avenir du site web, justement? Euh, Ben, un bel avenir prospère. En fait, je suis pas trop pour les avis extrêmes où, justement, comme tu dis, des personnes disent les sites web. Alors, c'est clivant, ça crée de Ouais. l'interaction, évidemment. On sait aussi le jeu des réseaux sociaux. Mais je pense qu'en fait, il faut de tout pour tout le monde et ça dépend des objectifs et des besoins. Évidemment, là, je discutais avec quelqu'un de The Square qui me disait, je veux lancer, par exemple, un format vidéo, une formation pour le podcast, etc. J'ai pas encore le budget, évidemment. En fait, ben, on n'a pas encore commencé à créer, que du coup, il faudrait déjà avoir vendu et on peut pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai dit, ben, en fait, pas de site web. Un combo Notion avec des pages qu'on active, etc. Une page de paiement Stripe, ça fonctionne, ça permet de tester le marché, de voir si ça nous plaît, ce qu'on fait, ce qui est pertinent, récolter et itérer, comme je disais tout à l'heure, pas à pas. Après, quand on a un objectif plus grand, etc., et en fait plus grand, pas dans le sens mieux, mais dans le sens plus large, viser plus large, plus long terme, bah, un Notion comme ça, ou un site Canva, un site Google Sheet, ou voilà, ça ne convient pas à ces objectifs-là parce que en fait, le code qui est généré n'est pas performant, n'est pas bien écrit pour que les robots de Google comprennent. Et donc, pour le travail le SEO, c'est nul. Mais quand on est super fort en marketing, en fait, notre visibilité, on ne l'acquiert pas avec le SEO, on l'acquiert avec les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui va faire beaucoup de marketing de réseau, bah, ça va être, on s'en fout, il vaut mieux une landing page que Google ne comprend pas, mais les humains et le cerveau des cibles comprennent bien. Et bien comprendre sa cible et le persona, comme je disais. Donc, ça dépend, chaque projet. Moi, par exemple, tu vois, sur mon site, bon, évidemment, en plus, c'est un peu le laboratoire où je teste des fonctionnalités futures, etc. J'ai décidé de faire du long terme avec le SEO, mais derrière aussi, je fais des landing pages, je connecte avec des API pour connecter au CRM et ça me simplifie la vie. C'est un peu les tours de magie, on va dire, pour gagner du temps. Et donc, bah, le temps, c'est l'actif, voilà, le plus précieux, hein. En tant qu'entrepreneur, ça, il n'y a aucune histoire. Et du coup, j'ai ces besoins-là parce que j'ai une vision long terme, etc., sur 6, 1, 3 ans, etc. Je prévois même de grandir et pas rester solopreneur. Bon, ça, voilà, c'est pour le futur, c'est la petite parenthèse. Et donc, du coup, en fait, ça dépend. Donc, un avenir prospère, oui, il y a des nouvelles solutions qui répondent à des besoins. Et moi, je pense qu'il ne faut pas être polarisé ou je suis jamais pour une extrême ou l'autre. Il en faut pour tout et pour tous les besoins. Donc, tout dépend. Voilà, en fait.
Ouais, donc ouais, en fait, finalement, c'est en fonction de ton objectif. Peut-être que ça n'a pas de sens aujourd'hui si toi, tu viens de te lancer, la personne qui vient de se lancer, qui quitte le salariat, etc. Ça doit avoir forcément de sens dans un premier temps d'avoir un beau site web bien pensé pour le SEO et tout ça. Par contre, si tu veux t'implémenter dans une stratégie moyen-long terme pour être bien référencé sur Google, pour peut-être faire un site de e-commerce ou autre, là, ça a de l'intérêt. Oui, exactement. Ne serait-ce qu'avoir, par exemple, travaillé son branding et son positionnement, ben, on a rapidement des limitations avec des templates, sans parler des performances et du code. On ne peut pas vraiment montrer ce qu'on a envie. Et je pense que ben, avoir une présence en ligne, c'est l'occuper à son image, en fait. Et tu parles beaucoup du branding personnel, que c'est la compétence à avoir, surtout en tant que solopreneur. En fait, on n'achète plus quoi, on achète à qui, en fait. Et Exactement. donc, voilà. Et du coup, avoir un site à son image, c'est super important, mais on n'a pas forcément le budget, on ne sait pas comment le construire aussi. Donc, une chose après l'autre, petit test, tac. Après, on fait un site quand on a une meilleure idée, etc. Parce que c'est vrai que quand il y a des clients qui arrivent, je veux un site, je ne sais pas qui je vise, je ne sais pas mon contenu, je sais pas. Bah, alors, c'est pas la bonne étape, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Ok, ultra clair. J'aime bien finir tous les épisodes de podcast par une question que l'invité va poser à ceux qui nous écoutent pour Ouais, justement essayer de remettre plus de sens dans leur quotidien. Est-ce que tu d'accord. as une question, toi, que tu aimes bien te poser ou que tu t'es posée et qui a été vraiment un déclic pour toi et que justement on pourrait inviter les auditeurs à se poser en marchant? Ouais, alors une question comme ça, je dirais, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui a du sens, tout simplement, à mes yeux, en tout cas? Donc, est-ce que, ce que j'ai accompli, ce que j'ai apporté, moi, par exemple, j'aime beaucoup apporter aux autres parce que je trouve qu'en fait, on récolte le centuple aussi. Et donc, est-ce que, voilà, j'ai apporté à des gens? Est-ce que j'ai connecté? Est-ce que ce que j'ai fait, je trouve que c'est pertinent? Et cetera. Est-ce que c'est cohérent avec mes valeurs? En gros, je me regarde dans le miroir, est-ce que je me sens bien et content, en fait, tout simplement? Je crois qu'on aspire, on a tous un point commun, peu importe, malheureusement, le contexte géopolitique et tout, on a un point commun, on cherche tous le bonheur. Chacun avec nos raisons, c'est là qu'on diffère et que malheureusement ça pousse, mais on cherche tous le bonheur. Et cette question-là, je pense qu'elle est primordiale parce que dans le travail, il faut aussi le chercher, je crois. Ouais. Voilà. Voilà. Et si jamais la personne elle répond non à cette question, tu lui conseilles quoi? Là, on revient un petit peu, là, il faut revenir 10 secondes, 10 minutes avant dans le podcast. Quel est le plan d'action? Je suis salarié, je suis entrepreneur, oui, non, pourquoi? Je fais l'état des lieux. Et le tips, en fait, moi, je trouve, c'est la méditation. Je suis pas un grand moine Shaolin de la méditation, évidemment, mais en fait, ça permet vraiment de faire le point et surtout de calmer le brouhaha. Parce qu'aujourd'hui, après, ça dépend les gens, mais les réseaux sociaux, alors c'est rigolo, il y a ci, il y a l'information, lui il réussit, on sort dehors des pubs et tout, on est sursollicité. Et le fait de se retrouver à l'intérieur de soi et en fait de voir les pensées qui viennent, qui traversent l'esprit, de les laisser, pas les planter, les faire germer, par exemple, une idée un peu de peur. Donc juste laisser tranquillement et voir, ok. Puis des fois, on se rend compte, ah, je suis un peu angoissé ou je suis tendu. Par exemple, moi, ça m'arrive des fois, je pense que c'est tout le monde quand on stresse, on a un peu les épaules, on rentre la tête, etc. Faire Sur chérir. fort serré, etc. On endosse un peu le truc, hein, c'est vraiment l'image. Ben, en fait, on s'en rend compte, on dit, ah ouais, mais pourtant, quand on est tout le temps enfoncé, sursollicité et tout, on s'en rend pas compte. Donc, ce petit rendez-vous avec soi-même, je trouve qu'il est vraiment très important pour faire le point. Et puis voilà, tout simplement, c'est le départ d'une réflexion unique. Super. Et ben, c'est ultra intéressant. Ceux qui nous écoutaient, restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir votre question de coaching à méditer en marchant. Et Cyril, un grand merci à toi. Si on veut t'envoyer des petits mots doux, te découvrir un peu plus, on te retrouve où? Alors, on me retrouve ben, un peu partout, sur Instagram essentiellement, LinkedIn, donc Cyril, du bas, Julien. Sinon, sur mon site, Socium Web, Socium, Socium Web. Et voilà, je suis disponible par téléphone pour répondre à des questions, simplement, sans forcément voilà, une tension commerciale. Aussi, j'aime beaucoup partager. Et prochainement, il va y avoir beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà. Ah, super. Et ben, il y aura tous les points de contact dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisserai regarder ça. Et Cyril, encore un grand merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ton parcours va inspirer beaucoup de personnes qui se posent des questions, notamment, je pense, est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat ou non? Donc, un grand merci à toi et à très vite. Ciao. Merci à toi. Bye.
Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Cyril qui te pose cette question. Est-ce que ce que tu fais a du sens à tes yeux ?